Parmi les grises façades et l'air vicié d'une ville du Nord, entre quatre murs d'une mansarde confortable, à l'abri d'un toit chaleureux réunis de nouveau après maintes lunes, trois compagnons se retrouvent enfin, l'esprit léger et plein d'entrain, prêts à parcourir les derniers lieux d'un voyage dont le départ paraît aujourd'hui appartenir à un autre temps. Ils sont trois, ils sont reposés, ils sont si heureux et ravis de vous retrouver. Et ils espèrent que vous l'êtes aussi, car aujourd'hui nous entamons l'ultime étape de notre aventure et nous retrouvons d'autres compagnons depuis bien trop longtemps restés sans nouvelles. Un magicien blanc pressé et décidé, ainsi qu'un semi-homme qui ignore encore où le mèneront les grandes enjambées de gris-poil parmi les plaines du Gondor. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la majestueuse cité blanche et découvrir l'abri de ses murs solides et de ses guerriers valeureux. Mais attention, car quelque chose s'agite au loin et les forces de l'ennemi sont en mouvement. Il nous faudra faire preuve d'un courage immense et aiguiser notre épée afin d'être prêts pour la plus grande bataille de notre temps. Mais avant toute chose, et tant qu'il en est encore temps, ceci, mes amis, est une pinte. Une pinte. FX, Julien, quel bonheur de vous retrouver, de vous revoir, et à tous les auditeurs, bienvenue dans les pages du milieu. Hello, salut tout le monde. Bonjour, une pinte, mais moi j'en veux une aussi. Mais il vous en reste une à moitié pleine. Je vois qu'il y en a une sur le tabouret là. Allez. C'est donc pour après ceci. Eh bien bonjour à tous, bienvenue, bon retour dans les pages du milieu, c'est enfin le retour, la rentrée officielle. Ça y est, là il y a une petite impatience qui se faisait sentir ces derniers jours, je suis tout... Merci pour ce bel accueil. Mais dis, les trois compagnons que tu décrivais au début, il s'agissait de nous, n'est-ce pas? Bien évidemment. Ah, évidemment. c'est donc ça. Quelle présentation héroïque. Les trois compagnons Quelle reposés. plume, quel J'en suis verbe. flatté. Mais déjà, comment allez-vous les amis? Alors je suis content de vous retrouver, parce qu'il faut dire pour les auditeurs, on s'est quand même pas tellement vus ces derniers mois, on était tous un peu occupés à nos affaires, et là on se retrouve tous les trois enfin, Ouais, c'est ouais, assez chouette. c'est vrai. Donc comment allez-vous? Eh bien écoute, ça va très bien, c'est vrai, bel été, beau soleil et peu de Sonnette des Anneaux, donc ouais voilà, parce que... C'est vrai. On n'a pas encore fait notre marathon de l'année, nous, déjà. Oh là 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 On là. n'allait pas le faire en été. Mais donc, c'est un sacré plaisir de revenir là, parce que le simple fait de se replonger pour préparer l'épisode dans l'aventure, c'était assez plaisant. C'est vrai que la pause m'a fait beaucoup de peine. Je me suis senti isolé. J'avais l'impression d'être Frodon abandonné au milieu des terres d'Émine-Muil. Sauf que ces terres d'Émine-Muil étaient gorgées de soleil et que je brûlais. Je desséchais. Tel le porteur de l'anneau, en fait. Donc, en fait, je me sentais assez proche de Frodon pendant ces 2 derniers mois. Et je ne pensais qu'à vous, à ma comté, à savoir ce petit studio d'enregistrement improvisé dans la chambre des fixes, qui me manquait terriblement, ce bon canapé sur lequel je me trouve actuellement, la distance de ce micro, le fait de pouvoir palper ces feuilles blanches, de regarder mes petites traces de fluo sur mon texte écrit. Ça lui avait manqué de parler. Non, ça c'est vrai. Ça m'avait manqué de parler dans un micro. Voilà. T'as pas dû parler beaucoup cet été, toi. Non, mais je sais pas vous, mais ouais, ça fait aussi un peu du bien. Je sais pas vous non plus, les auditeurs. Bah, ça fait pas du bien dans le sens, voilà, attends, il nous fallait absolument une pause. Mais je trouve qu'avoir pris ce temps-là, ça fait aussi remonter l'envie de se replonger dedans. Donc voilà, je vais dire aussi que avoir fait cette petite pause assez longue, peut-être trop longue, hein, c'est vrai, mais le travail en a voulu comme ça, que là je suis reparti encore plus en forme. Donc parfois faire une petite pause, c'est pas plus mal non plus. Je sais pas pour vous les auditeurs ce que vous en pensez, et j'espère que vous êtes bien chaud de reprendre avec nous, donc c'est cool ça. Eh bien, je peux parler un peu au nom de certains auditeurs en profitant pour vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus durant cette pause estivale, cette pause de fin de saison, parce qu'on en a reçu beaucoup de soutien, beaucoup de remerciements des nouveaux auditeurs, des anciens, et dont certains qui nous expliquaient qu'on leur manquait tellement qu'ils réécoutaient les premières saisons pour passer le temps. Donc tu vois,
la pause n'a pas Ouais, fait c'est ça, du bien à je tout le vois. monde. Mais donc voilà, on revient, on Je est m'en heureux. excuse. On est heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. Et vraiment un énorme merci pour tous vos messages, tous vos encouragements, votre présence sur les réseaux, et puis aussi à tous les tipeurs, à tous ceux qui nous ont aidés financièrement, qui ont continué à le faire durant cette pause, parce que voilà, vous savez, mais l'hébergement, enfin vous le savez peut-être pas en fait, mais l'hébergement d'un podcast, ça coûte, et on continue à payer fatalement, même les mois on n'en publie pas pour héberger les épisodes qui existent déjà. Donc vous avez participé à ça, donc un énorme merci du fond du cœur pour tous vos messages et votre aide. N'hésitez pas d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à évidemment nous liker, nous noter, mettre des commentaires un peu partout et peut-être même en parler autour de vous, hein, à partager sur les réseaux, en parler à vos potes. Voilà, on ne sait jamais qu'il y en ait quelques-uns d'entre eux qui rejoignent l'aventure, même en cours de route. D'autant plus qu'on va rentrer tout doucement dans la période de l'année où on a envie, le samedi matin, le dimanche matin, quand on ne travaille pas, de rester un peu plus longtemps sous sa couette, de se prendre un bon chocolat chaud, de lire un livre, ou bien, si on est un peu fatigué, d'écouter la douce voix de trois compagnons raconter, résumer, narrer, discuter faire des blagues aussi, ça arrive, sur l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais peut-être avant de recommencer, de se replonger vraiment dans cet ultime tome, hein, comme je l'annonçais, cette dernière étape de l'aventure du Seigneur des Anneaux, peut-être dernière étape du podcast, je ne sais pas. Je fais des craintes comme ça, peut-être ça va effrayer certains d'entre vous, mais la fin du podcast n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Belle référence. Néanmoins, peut-être avant de reprendre, parce que la semaine dernière, j'ai recommencé à faire ces fameux résumés, à préparer l'émission, alors que je ne m'étais plus plongé dans les livres, comme disait FX, depuis longtemps maintenant. Et en fait, en recommençant à relire, je me suis retrouvé face à la question, tiens, mais où on en était Vraiment, j'avais complètement oublié où nous en étions. Et donc peut-être un petit rappel, parce que là, en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on va reprendre l'histoire de Gandalf et de Pippin, comme je l'expliquais, mais qu'on a quitté il y a de ça bien longtemps, bien avant la fin de la saison 2, puisque en fait c'était la fin du livre 3, donc de la moitié des 2 tours, puisque la deuxième moitié des 2 tours se consacrait à Frodon et Sam. Donc en fait nous étions restés sur le chapitre qui s'appelait Palantir, la Palantir, où Pippin, dans sa curiosité maladive, avait été chipoté Palantir, suite à quoi un Nazgûl ou des Nazgûl étaient passés sur des ombrellés au-dessus de la compagnie du roi Théoden ainsi que de Gandalf, etc. Ce qui avait poussé Gandalf à presser le pas et à emmener Pippin vers Minas Tirith pour essayer d'aller quérir l'aide de Théoden et se préparer à la bataille, parce que à ce moment-là, il pense donc, en tout cas Sauron pense que c'est Pippin qui a l'anneau encore. Bien qu'il va vite se rendre compte, puisque ces Nazgûl, on l'avait évoqué il y a assez longtemps, que ces Nazgûl allaient vers Isengard et allaient découvrir Isengard détruite, et donc comprendre que Pippin n'était pas en fait en captivité chez Saruman. Oui, en tout cas, ça, il ne le savait pas encore, mais il venait surtout quérir une réponse de Saruman qui ne répondait plus à l'appel de Sauron, et s'enquérir de savoir ce qu'il advenait de Saruman. Était-il un traître? S'était-il emparé de l'anneau? L'avait-il pris à Pippin? Toutes ces questions-là, Sauron n'en a pas encore la réponse, et il découvrira bientôt qu'en fait Isengard a été détruite et que Saruman, qu'il soit parti ou pas, n'est en possession de rien, ne lui est plus d'aucune utilité. Et c'est vrai qu'on va bien découvrir, enfin je sais pas si on l'a déjà découvert ou on va découvrir, mais que tout ça va lancer pas mal de plans de la part de Gandalf notamment, on va le voir aujourd'hui, mais aussi d'Aragorn qui va avoir son chemin, son petit bout de chemin à faire via cette erreur de Pippin et le ou la Palantir, je sais pas, t'as dit là je sais pas, on dit là ou le Palantir. Moi je dis un Palantir, Dans ma version c'est le Palantir. Eh bien le Palantir. Mais voilà, on va voir que ça va déboucher sur pas mal de choses et pas mal d'événements qu'on va pouvoir bien vite voir ici dans ces nouveaux chapitres. C'est vrai, mais pour revenir sur ce que disait Julien, effectivement Sauron allait voir Saruman, mais juste avant cela, Pippin avait touché le Palantir et donc avait été en communication avec Sauron, ce qui à ce moment précis de là où on va reprendre, Sauron vient d'avoir cette communication avec Pippin et pense que c'est donc lui qui est en captivité à Isengard. Voilà. Livre 5, chapitre 1, Minas Tirith. Somnolent sur le cheval de Gandalf, se croyant dans un rêve, Pippin essaye tant bien que mal de se remémorer les événements passés. La course folle jusqu'à l'aube, sans une seule pause,
Cette ville silencieuse, avec cette maison vide sur la colline baignée par l'or du matin, dans laquelle ils se sont cachés in extremis de la créature ailée. La peur des hommes qui étaient avec eux, rassurés par un Gandalf fatigué et inquiet, qui s'endort dans un coin avant de repartir de plus belle pour une journée. Non, 2 journées. Le tout avec le souvenir obscur de la pierre dans laquelle il a regardé 3 jours auparavant. Le palantir de Saruman. Où sommes-nous, Gandalf ? Dans le royaume de Gondor. Le pays d'Anorien défile toujours. Pipin attire le regard du magicien sur d'étranges lieux rouges dans les montagnes. Gandalf répond avec clameur, urgeant Gripoil de se hâter. Les feux d'alarme de Minas Tirith sont maintenant allumés. Il nomme tous les pics sur lesquels ces feux font maintenant rage. La Mondine, l'Aillenac, le Nardol de l'Ouest, l'Erelas, le Min Rimon, le Calenad et l'Alifirienne aux frontières de Rohan. Eh bien voilà déjà une première petite particularité de cette histoire des livres. Effectivement, les feux d'alarme sont déjà allumés. Ça veut-il dire que ce n'est pas Pipin qui escaladerait une haute tour dans la montagne pour aller allumer les feux ? Quelle déception. Il y a encore beaucoup de différences qui sont parfois un peu trompeuses dans les films, parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé du fait qu'il y a des différences qui sont un petit peu moins graves, qui sont juste là pour faciliter le récit. Et ici, on voit qu'il y a quand même s'il y a un gros désespoir, on le verra bientôt du côté du Gondor, il y a quand même une entraide qui est là et des choses qui sont en place malgré tout, quoi. Mais on a beaucoup plus cette mention aussi de ce fameux pacte qui lie le Gondor et le Rohan. Oui. On en a parlé aussi en retraçant l'historique du Rohan, mais leur lien et leur collaboration est effectivement bien plus marqué que dans les films où là on te dit justement que tous les peuples sont isolés et que le Gondor n'était pas là quand le Rohan appelait à l'aide. Où était le Gondor lorsque le Westfold est tombé ? Où était-le ? Oui, et puis en fait, on va évidemment y revenir durant ce chapitre-ci, mais c'est tout le traitement de Théoden qui est complètement aussi... de Denethor qui est vraiment différent, puisque on va voir que ce n'est pas aussi un personnage aussi... noir, gris, enfin noir, plus gris en tout cas, lâche, oui. Que dans les films, quoi. Il a une forme de lâcheté, on va le voir, il a une forme de folie. Et on en parlera pourquoi d'ailleurs, hein. On l'a déjà évoqué, mais laissons un peu le... Ouais, mais donc voilà déjà une première grosse différence. Mais ça en relisant ce chapitre, ça me faisait tilter, parce qu'il y a pas mal d'éléments comme ça. Après, on peut pas en vouloir à Jackson d'avoir voulu un peu... mettre du drama là où il n'y avait peut-être pas... Mais en tout cas, construire mieux les intrigues depuis plus longtemps, quoi. C'est comme en fait l'intrigue de Éowyn, par exemple, j'y repensais, mais en fait on l'avait pas évoqué, mais Éowyn, elle va jamais au gouffre de Helm dans les livres. Elle ne suit pas la troupe du Rohan. En fait, elle est nommée intendante donc d'Edoras. Elle va emmener le peuple se protéger à Denarrow, là où ils vont les rejoindre, là où il y a le chemin de mort, etc. Mais elle ne va pas aller au gouffre de Helm. Donc en fait, toute cette partie où on la voit dans les films déjà être un peu en souffrance de sa position de femme, de ne pas pouvoir aller se battre, etc., n'est pas encore abordée à ce moment-là dans les livres. Ça arrive plus tard et c'est beaucoup plus franc d'un coup. Ouais. Donc je comprends le chemin de Jackson de vouloir build un peu l'évolution psychologique des personnages. D'autant plus pour l'amener jusqu'à son affrontement avec le roi sorcier sur les plaines de Pelennor, qui peut paraître peut-être un peu plus gratuit, entre guillemets, du coup dans le livre. En tout cas, on a moins de construction et on a moins ce build-up jusqu'à ce moment où elle peut enfin accomplir cet acte héroïque. Ça aurait complètement fait un espèce d'Arya Stark à la fin de oui, Game je vois of ce que tu veux Thrones, dire. en fait. Je vais pas spoiler pour presque sorti de nulle part. Mais pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront qu'il y aura eu ce truc, c'est vrai, dans les films un peu de what, alors qu'ici, là, on a un vrai build-up. C'est vrai, quoi. C'est... Encore une fois, hein, voilà, cette espèce de parallèle entre la nécessité de faire un film et... Ouais, à fond. Mais ça change beaucoup la dynamique du rythme des actions, vu que là, ils sont sur le chemin pour Minas Tirith, ils voient les feux d'alarme allumés, donc ils sont déjà presque au début du conflit. Ce qui change totalement du moment où ils arrivent dans le film à Minas Tirith, où c'est eux qui vont allumer les feux, ils savent que la guerre est proche, mais ils sont un peu plus, on va dire, en contrôle de la situation, alors que là, justement, le temps presse, Sauron va envoyer toutes ses armées parce qu'il est pressé par le temps, il pense que l'anneau a été récupéré, et du coup, il veut anéantir les hommes, et en fait, tout le monde est en train de courir, et ça veut dire qu'au final, toute l'intrigue est beaucoup plus ramassée sur quelques jours, tout va de plus en plus vite, ce qui n'est pas du tout pareil. Mais soudain, Gripoil ralentit considérablement et hennit vers le ciel. Il reçoit plusieurs réponses, et 3 cavaliers passent à côté d'eux vers l'ouest, tels des spectres dans la nuit. Ça, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence, mais je suppose qu'on verra plus tard ce qu'était ce moment. Ces cavaliers se sont-ils retrouvés à Croupeton à un moment ? Parce que si oui, j'ai une théorie là-dessus.
D'ailleurs, ça m'a fait rire, je suis désolé, hein, ça me fait maintenant, mais ça me fait rire. On a reçu encore beaucoup de messages de nouveaux auditeurs qui ont commencé le podcast en mode « Ah, Cropeton, mais c'est sûr que c'est Gollum !» Et à chaque fois, je dois briser leur rêve en disant... Allez, jusqu'à l'épisode. Oui, c'est ça, écoutez les épisodes un peu plus loin. Tu prends du plaisir à briser leur rêve, à vous. Non, mais c'est rigolo. Gandalf explique à un Pipin somnolent que le seigneur de la cité a fait édifier des tours avec des feux d'alarme et des chevaux frais entre Minas Tirith et le Rohan. Il fut un temps où les palantirs auraient suffi. Le magicien invite Pipin à se rendormir. Lui ne va pas en Mordor, mais dans une cité où il sera, pour l'instant, bien plus en sécurité qu'à bien d'autres endroits de la Terre du Milieu. Mais cela ne rassure pas les hobbits, qui se mettent à penser à ses compagnons, en les espérant vivants. Pipin se réveille dans une brume froide, alors que Gripoil, fumant de sueur, garde l'encolure haute et file à pleine allure. Depuis quelque temps maintenant, Pipin peut discerner Gandalf parler à des hommes au milieu du brouhaha des marteaux ou des chariots. Des torches et des feux se voient çà et là dans la brume. Certains s'inquiètent de leur passage, mais Mithrandir est connu. Quant au Hobbit, Gandalf se porte garant de lui auprès de Denethor lui-même. Un chef d'homme reste néanmoins dubitatif. Il ne désire aucun étranger en cette période autre que des hommes de taille et armés. Quant à la valeur, elle ne s'évalue pas par la taille. Il a passé par davantage de batailles et de périls que vous, Ingold, bien que vous soyez 2 fois plus grand que lui. Il vient maintenant de l'assaut de l'Isengard, et il est accablé d'une grande fatigue, sans quoi je le réveillerai. Il s'appelle Peregrine, c'est un très vaillant homme. Un homme ? Certainement pas. Je suis un hobbit, et pas plus vaillant que je ne suis un homme. Sauf peut-être que de temps à autre, par nécessité. Que Gandalf ne vous abuse point. Mithrandir passe ensuite une petite porte du Ramas Ekor, le mur extérieur de la cité édifié lors de la chute de l'Ithilien. Il encercle les champs du Pelennor à 4 lieues de la ville et rejoint les montagnes de part et d'autre de cette dernière. Il est serti d'une grande porte et de 2 tours fortifiées qui font face à plusieurs gués et ponts venant d'Osgiliath. Ça, eh bien, pour ceux qui ont... On ne les voit pas dans les films, en fait, ces fameuses portes. Donc, en fait, il faut imaginer qu'autour de Minas Tirith, autour du royaume de Minas Tirith, donc il y a des champs, etc. Et il y a encore une fortification plus lointaine qui fait le tour. Mais on la voit quelque part, cette porte. C'est dans le jeu vidéo Le Retour du Roi. Exactement, c'est pour ça que je voulais en parler. Pour les personnes qui auraient joué dans le jeu vidéo Le Retour du Roi, il y a un niveau. La porte sud. La porte sud, où on peut aller vraiment s'amuser à upper nos niveaux. Oh, il est incroyable, ce niveau, c'est le meilleur. Et on le voit dedans, donc voilà, il faut imaginer... Des biais orques à profusion qui n'arrêtent pas d'arriver, ouais. Et toi tu peux taper tous tes meilleurs combos, tout est perfect. Voilà, donc c'est la première enceinte de protection de Minas Tirith qui est vraiment très très loin, quoi. Toujours aussi petite déception, la représentation de Minas Tirith en tant que telle, qui par contre elle est magnifique, mais des alentours, pas, tu vois, ces champs, pas de petits villages, il va être dit plus loin. Pas de petites fermes, ça manque de. En fait, ce n'est pas. Il y a juste une route qui passe de la porte de Minas Tirith qui traverse le champ, mais il n'y a pas toutes ces petites routes. Il n'y a pas non plus les routes qui permettent en tout cas aux familles qu'on va bientôt voir d'aller se réfugier dans les montagnes et par-delà. Je crois qu'il y avait trop de complexité au niveau CGI et probablement pas le temps de faire tout ce truc, alors qu'évidemment aujourd'hui ce serait c'était pas important non plus, c'était pas l'essentiel. Il fallait montrer la cité, vu qu'on allait être à l'intérieur longtemps, et montrer juste l'immensité du champ devant, qui allait être occupé par des orques, donc à quoi bon s'évertuer à mettre des fermes, etc. On avait déjà vu ça dans le 2e film, les fermes brûlées, les paysans chassés de chez eux avec le Rohan. Ça aurait peut-être fait doublon de le remontrer ici. Je pense que c'est vraiment techniquement difficile. Et peut-être aussi techniquement, oui. Les terres fertiles du Pelennor, qui prennent place entre la cité et l'Anduin, comprennent de vastes vergers, des fermes, des bergeries. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on disait. La population y est pourtant peu nombreuse, la plupart des gens vivant dans les 7 cercles de la cité ou dans les hautes vallées des lisières montagneuses. Bel et bien considérés comme des hommes du Gondor, ils sont plus souvent de sang mêlé, plus basanés ou de courte taille, ancêtres des hommes oubliés qui vivaient là avant la venue des Numénoriens. Donc voilà, évidemment, les hommes qui étaient là avant que les Numénoriens, avant même l'arrivée, je suppose, d'Isildur, de son frère et de son père, il y avait déjà des Numénoriens qui sont venus, mais il y avait aussi des hommes, et aujourd'hui, le Gondor est quand même fort constitué, comme il est dit ici, des hommes du premier âge, en fait, qui ne sont pas allés se battre au Beleriand, et donc n'ont pas eu la bénédiction d'aller vivre en Numénor. Exactement. Alors que Pipin admire les montagnes blanches de l'Ered Nimraïs, le gris de la roche passe soudain à un blanc immaculé, et la tour d'Ectelion fait son apparition au soleil, brillante sur le ciel comme une perle d'argent. Des bannières blanches flottent au créneau dans les brises matinales. Une fois devant la porte, les bâtons de fer s'ouvrent devant eux, les habitants acclament le nom du magicien. Ils savent que la tempête est proche.
mais Gandalf n'a pas le temps d'attendre et se dépêche vers les quartiers de Denethor. Les Gondoriens ont pour habitude d'utiliser des petits chevaux, qu'ils ne voient d'ailleurs que rarement dans les murs. La vue de Gripoil, qui avance fièrement le long de la route sinueuse, leur rappelle les coursiers du Rohan et ravive l'espoir de leur venue. Gandalf grimpe le long chemin qui serpente dans toute la ville jusqu'à la Tour Blanche, dressée de bannières des intendants. La cité est construite de façon à ce que chaque porte soit à une extrémité l'une de l'autre. Il y en a 7, la première étant à l'extrémité orientale, alors que la seconde fait face au sud, et la troisième à la moitié nord. Une arête aiguë déchire également la cité, telle la proue d'un navire, de façon à ce qu'à son bout, on puisse regarder la ville de haut. Le tout forme une citadelle imprenable, à moins qu'un ennemi puisse escalader la ville par derrière par les pentes inférieures du mine de Luin. Donc c'est vraiment très bien représenté dans les films. Exactement, je pense que c'est assez bien représenté. D'ailleurs, je pense que toutes les images qu'on peut y voir d'artistes qui n'ont rien à voir avec les films les représentent quand même comme ça. Bon, je dis que les portes sont plus ou moins à l'extrémité, peut-être pas totalement, parce qu'il dit qu'il y en a une face au sud, mais en gros, il faut vraiment aller tout à gauche, puis au milieu, puis à droite, puis à gauche, puis au milieu. En fait, ça monte en serpentant. Exactement, quoi. Et en gros, à mon avis, si tu fermes toutes les portes, bah, t'es obligé de passer par cette porte pour arriver tout en haut. Donc c'est vrai que techniquement, c'était une ville assez imprenable. Pipin est émerveillé par la cité de pierre, vaste et splendide. Malheureusement, celle-ci tombe depuis quelques années en décrépitude, et il manque déjà la moitié des hommes qui auraient dû y demeurer. Certaines maisons portent au-dessus de leurs entrées des armoiries de ce qui devait être de vieilles familles. Mais aujourd'hui, les cours et les demeures semblent silencieuses. Enfin, arrivés à la 7e porte, ils mettent pied à terre, les chevaux n'étant plus admis. Les gardes sont vêtus de noir et leurs aumes ont une forme haute avec de longs oreillons sur lesquels volent des ailes blanches d'oiseaux de mer. Le tout, étincelant d'une flamme d'argent, étant fait de mithril, héritage de la gloire de jadis. C'est ce que j'allais dire, on en avait parlé dans l'épisode sur la Moria. Lorsqu'on parlait de mithril et d'Ithildin, c'était fait de mithril. Exactement. Ces casques. Donc c'est bel et bien les beaux casques qu'on voit, qui sont parmi à mon avis, les derniers casques qu'on peut retrouver comme ça, même si le Gondor a toujours une splendeur. Je pense que ces gardes-là sont vraiment au top. C'est l'élite. Ouais, exactement. Sur leur tunique est brodé un arbre blanc sous une couronne d'argent et de nombreuses étoiles. Seuls les gardes de la Tour Blanche portent désormais l'insigne des héritiers d'Elendil, devant la cour de la fontaine où l'arbre blanc avait autrefois poussé. Et on est d'accord que le symbole de l'héritier d'Elendil, c'est l'arbre avec les étoiles. Cette étoile et cette petite couronne, je pense qu'il y a une petite couronne. Ok, donc en fait, sur les soldats basiques du Gondor, il n'y a pas cette image sur leur armure, quoi. Puisqu'apparemment, c'est ce qu'ils disent là. Ah, visiblement, oui, ce sont les derniers à porter ça, donc... Ouais, je sais pas. Donc là, la représentation qu'on a dans les films avec ce... Ils l'ont sur leur bouclier seulement, non ? Ils n'ont que l'arc. Si, sur le torse, il me semble. Ah, sur le plastron, peut-être. Ouais, il me semble qu'ils ont ça sur le torse aussi. Mais du coup, ici, ce ne serait pas le cas. Probablement déjà annoncés, ils peuvent directement se rendre à leur destination. Gandalf en profite pour mettre Pipin en garde. Théoden est un homme bienveillant. Denethor est lui bien plus subtil et d'une lignée plus grande, malgré le fait qu'il ne soit pas roi. Le magicien préfère également que l'intendant entende parler de son fils de la voix du Hobbit plutôt que de la sienne. Il ne faut pas qu'il aborde la question de Frodon et de sa mission, et ne rien dire également à propos d'Aragorn. Pipin ne comprend pas très bien cette dernière consigne. Le magicien lui explique que cumuler l'annonce de la mort de son héritier et le retour du roi légitime serait probablement trop pour le puissant seigneur. Il frappe à la porte. On annonce quand même bien la rencontre de Denethor. Ça va pas être quelque chose d'évident. Il y a quand même le gars qui est en train de se faire attaquer. Et surtout, oui, c'est vrai que dans le film également, mais jusque-là, il pense également que Denethor n'a aucune information sur le sort de Boromir. Alors, je l'ai peut-être pas écrit, mais en fait, quand il croise Ingold, Pipin fait mention de la mort de... Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé ça d'ailleurs. Pipin fait mention à la porte de l'enceinte. Ouais. Il fait mention de la mort de Boromir et Gandalf le remet à sa place en lui disant c'est le genre de nouvelle qu'il faut d'abord dire au père.
Et Ingold lui explique que la nouvelle est déjà bien connue. Et en fait, on le sait déjà, tout ça via... Le Palantir qui a utilisé Denethor. Via Faramir, en fait, d'accord. qui a de la vision du corps qu'ils ont retrouvé, etc. Ouais. Le corps de chasse, hein, pas le corps de... En fait, ils n'ont eu aucune confirmation. Enfin, si après. Ils n'ont pas si, en trouvé fait, le corps de Boromir, mais Ouais. Faramir a eu sa vision comme il l'avait eu déjà dans Ouais, son c'est ça. rêve qui a amené Boromir à Foncombe. Et là, il a retrouvé le corps, à du savoir Gondor, le corps du Gondor, en fait. le corps du Gondor, c'est ça, pas le corps de Boromir. Donc, en tout cas, il dit que c'est déjà connu, même si, évidemment, je crois que ça va être la confirmation officielle, mais... Ce qui est assez triste au final, hein, comme dans les films d'ailleurs, où je trouve que c'est tourné de manière plus ambiguë, surtout dans la version longue du deuxième film, dans les 2 tours. Au final, en fait, personne ne retrouve jamais le corps de Boromir. Il est posé dans cette barque elfique. Ah, mais il part dans la mer, ouais. Il part dans la mer, certes, mais personne ne reverra jamais Boromir, en Oui, fait. Tout ce qu'on retrouvera de lui, c'est ce corps brisé en 2. Il se prend la chute de l'Argonath aussi. Ouais. Donc, peut-être, Ouais, mais non, mais il se peut-être prend que la chute son d'Argonath, corps mais est- il va plus loin. Hein, puisque oui, ça avait été dit, je Faramir pense. le voit à Osgiliath, en fait. Il le voit passer. Oui, mais c'est une vision. Ouais, c'est une vision, mais il le Mais voit dans oui. sa barque passer à Osgiliath. Donc, est-ce que c'est une Ah oui, vision d'accord, quand même. Je sais pas. Ah oui, il va Mais ça directement avait rejoindre pas la été mer, dit que son alors. corps... Non, c'est un autre... Allez, c'était dans les histoires entre les elfes, là, etc. C'est Je sais plus qui était c'est l'histoire de cet elfe avec la fille de la Lothlórien. Bon, on a oublié les noms. Oui, non c'est ça, ouais. Oui, qui se jette Qui dans se jette dans la l'eau mer et de qui disparaît dépit dedans. parce que Mm. ça. Allez, on a donné le nom de la rivière de la Lothlórien. On a donné le nom Nimrodel de cette fille. Nimrodel. Oui, c'est ça. Nimrodel et son mec qui est, je ne sais plus son nom. Et d'ailleurs, son mec qui donnera le nom de la ville au sud du Gondor. Allez. Ah là là, c'est horrible ce moment. Ah, c'est la reprise, on est vraiment désolé. FX va aller trouver ça maintenant. Amroth, c'est le Ah, roi oui, voilà. Amroth et qui, C'est toi qui as trouvé avant moi, du coup. ouais. qui en fait va être épris de Nimrodel, une elfe vivant en Lothlórien. Ils vont sortir ensemble, il va lui proposer de partir au pays des elfes ensemble. Ils vont se perdre en chemin, chacun de leur côté, il va jamais la retrouver. Et il va se jeter dans la mer, tout simplement. Croyant apercevoir Nimrodel dans les vagues. Et qui donnera du coup le nom à cette cité Dol Amroth, qui est une cité au sud de Minas Tirith, une autre cité de Ah oui, ok. Gondor, qui vont venir en aide au Chant de Pelennor, aussi absente des films, hein, comme ça. Dont nous rencontrerons le prince Tout à de fait. Dol Amroth. Le princesse de Dol Amroth, voilà. Puisqu'en fait, c'est une cité qui est en bord de mer, et donc ils vont donner le nom de ce fameux héros mort en se jetant dans l'eau. Mais quelle construction d'épisodes, quelle construction de C'est magnifique, livres, hein. tout est connecté. Le prince de Dol Amroth. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, des petites subtilités et que je redécouvre. Vu qu'on travaille sur le podcast, on doit un peu plus chercher les informations et qu'on a déjà lu les livres plus d'une fois. Ce prince de Dol Amroth, quand je l'ai vu à ma première lecture, je disais bon, c'est qui ce pauvre type, je m'en fiche, oui, c'est un prince, très bien, il vient aider, ok. Mais quand t'as l'info depuis plus longtemps que Amroth, ça vient de tel personnage, que ça se trouve Ouais, en ouais. bordure de Minas Tirith, Clairement. et tu dis, Tout ah prend ouais. son sens. Donc et t'as c'est- toute cette histoire en fait qui pèse derrière dessus et ça a tellement plus d'impact et du coup le prince de l'Emeraude quand tu vas arriver t'es là Mais surtout que c'est vraiment une grosse cité gondorienne aussi, et ils ont un signe, c'est un signe en fait, leur cité, un signe. Mhm. leur, Je dis blason. beaucoup signe, mais Ouais. leur blason c'est un signe, et donc c'est voilà. Et en fait, ils sont présents. On peut les voir dans une adaptation, pas une adaptation cinématographique, mais dans les Warhammer, tiens, D'accord. les figurines. Eh ben, Ah, ouais, ils ok. existent. On peut acheter les soldats de Dol Amroth. Et ils ont un signe comme emblème. Ouais, c'est une sorte d'oiseau. Ouais. C'est marrant parce que au Havre Gris, il y a un signe également sur l'avant, sur la proue des bateaux elfiques qui vont Mais ça, vers. c'est tous les bateaux elfiques qui ont souvent ça. Même, tu sais, quand Ah, d'accord. Galadriel se balade dans son bateau, on l'avait dit, tu sais, quand elle arrive en chantant Ouais, bien sûr, ouais. pour Ah, offrir les les bateaux sont en cadeaux, tête de cygne. elle a un tête Ah de oui, cygne. d'accord. On dirait un pédalo un peu. Et pour la petite anecdote qui sert à rien, loin dans ma famille, enfin pas si loin que ça, mais j'avais de la famille de la petite ou de la grande, je sais pas comment dire, enfin en tout cas bourgeoisie, de la Ouais. bourgeoisie, et c'était un signe aussi chez moi. Donc ben techniquement, voilà, tu je descends. peux être descendant un peu de Dol Amroth. Vous avez- J'ai pensé ça d'ailleurs. Chers auditeurs et auditrices, vous avez une info. FX est un descendant bourgeois qui vient de la famille des Dol Amroth. Oh, ça s'est perdu dans toutes les autres branches de mon arbre généalogique du fin fond de Charleroi, ne t'en fais pas. Dans des guerres fratricides. Le symbole de Charleroi, c'est quand même bien. C'est un lion, c'est ça?
Ah ouais Ouais, c'est c'est pas un c'est la lion Wallonie. Ah non, non, c'est. Bah, non, non, c'est ça, la Flandre, ça, le lion. C'est le coq wallon. Je Oui, saurais pas mais dire. Charleroi, ils ont un C'est emblème, je possible, pense. je Bah, sais c'est pas Charleroi. plutôt un morceau de charbon, à mon avis. Non, C'est mais vrai que c'est, pour revenir sur la cité de Dol Amroth, pardon, si vous regardez sur une carte, c'est quand même bien plus à l'ouest. Notamment, vous avez envoyé une carte qu'on trouvait super chouette, nous, la carte de Thierry Jungle. Et voilà, en regardant, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut descendre et aller bien à l'ouest. C'est en fait en dessous d'Edoras. Edoras qui est aussi quand même à quelques milles. Donc voilà, c'est pas juste tout près, quoi. Eh ben, moi, je vous confirme que le blason de Charleroi, c'est un lion. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Classe, merci. Cyril. On parle de blason belge, on parle de Terre du Milieu. On a un podcast. Allez, on fait les liens entre le Seigneur c'est des quoi Anneaux et notre monde à nous. Hein. Le blason de Namur, c'est une tortue ou un escargot? Je m'en souviens pas. Alors, le symbole de Namur, de là où je viens, donc pour les auditeurs auditrices, c'est un escargot. C'était les fêtes de Wallonie il y a Mais pas très alors- longtemps, on est encore dedans. Attendez, on se retrouve aussi. C'est un podcast de retrouvailles et c'est aussi un lion, en fait, Namur. Voilà. Ah. Mais un autre lion. Bon, écoutez, c'est pas très original, il y a beaucoup de lions. Enfin voilà, j'espère que vous serez ravis de cette Il super. n'y a pas du tout de complexe là-dedans. On se sent très valeureux, on n'a pas du tout besoin de se le présenter comme des Toutes les lions. villes, c'est des lions. Il y a même le lion de Waterloo. Voilà, partout. La porte s'ouvre alors. Le regard de Pipin plonge dans une grande salle. Elle est éclairée de part et d'autre par de profondes fenêtres au-delà des rangées de hauts piliers qui soutiennent le plafond. Ces piliers sont en marbre noir. Ils se dressent jusqu'à de grands chapiteaux sculptés, montrant d'étranges images de divers animaux et feuillages, et bien au-dessus, on peut voir un entrelacement d'or et d'arabesques multicolores. Il n'y a dans la salle aucune tapisserie, ni teinture historiée, ni aucun objet en tissu ou en bois, mais entre les piliers se tiennent en silence de hautes statues de pierre froide. On peut s'imaginer. C'est marrant le contraste qu'il y a avec la salle de Méduselde à Edoras. Donc cette salle en bois avec des peintures, des tentures, avec toute l'histoire de Toutes les tapisseries. Ornigas, etc. Du roi Éorl. C'est beaucoup plus velours Ouais, c'est ça. à Edoras, alors qu'ici c'est beaucoup plus froid. Froid, pierreux, dur. Donc, au fond de la salle se dresse sur une estrade précédée de nombreuses marches un trône derrière lequel on peut voir l'image d'un arbre en fleurs incrusté de pierres précieuses gravées dans le mur. Mais le trône est vide. Au pied de l'estrade, sur la première marche, il y a un siège de pierre, encore une fois noir et sans ornement, et dessus est assis un vieillard, le regard baissé sur ses genoux. Il tient à la main une baguette blanche à pomme d'or. J'aurais pu dire la baguette de sureau pour faire le lien, mais non, c'est une baguette blanche à pomme d'or. Du coup, ça, c'est aussi dans les films, petit élément subtil, la différence des trônes, en fait. Hein. Le trône des rois du Gondor, et du coup, en l'occurrence, celui d'Aragorn l'intendant. actuellement, qui est tout au-dessus, tout grand, et l'intendant qui n'a qu'un petit siège de pierre malgré tout, mais en bas. Et si vous faites attention dans les films, c'est tout à fait ça qu'il y a. Donc, Ouais, et du coup, je me dis, ce trône, ça fait longtemps que plus personne ne s'est assis dessus, quoi. Ce grand trône. Alors cet homme, ce vieillard, ne lève pas les yeux à l'approche de Gandalf et de Pipin. « Salut, seigneur et intendant de Minas Tirith, Denethor, fils d'Ectélion !» s'exclame alors Gandalf. « Je suis venu vous apporter conseil et des nouvelles en cette heure sombre. » Sombre, certes, est l'heure, et c'est à de pareils moments que vous avez l'habitude d'apparaître. Mais bien que tous les signes annoncent la ruine de Gondor, ces ténèbres m'affectent moins que les miennes propres. Il m'a été rapporté que vous amenez avec vous quelqu'un qui a vu mourir mon fils. Est-ce lui ? Bam, directement. Première réplique de Denethor, ça rentre dedans. Il n'y a pas le temps, hein, Déné, il n'y a pas le temps. le personnage très classe, on va le voir. Ah, on va le en voir. fait, c'est... Ouais. Ouais, très, très imposant, en fait, de sa stature. Et même, c'est très bien décrit dans ce chapitre, vous allez voir, c'est assez étonnant. Gandalf acquiesce. Il explique que Pipin est l'un des 2 semi-hommes à avoir vu mourir Boromir, l'autre étant avec Théoden de Rohan. Denethor peste. Le mot semi-homme lui semble comme de maudites paroles venues troubler ses rêves, venues lui enlever son fils.
Mon Boromir, maintenant nous avons besoin de vous. Faramir aurait dû partir à sa place. » Gandalf s'exclame. Boromir n'aurait jamais voulu que sa mission soit remplie par un autre. C'était un homme autoritaire qui prenait ce qu'il désirait. J'aime bien ça parce que c'est une phrase de Gandalf qui explique ça à Denethor, qu'il a compris que Boromir était quelqu'un qui prenait ce qu'il désirait. Alors qu'il n'est pas censé être au courant que Boromir a vraiment voulu prendre l'anneau à Frodon, mais c'est cette petite incise comme ça qui fait écho à ce qu'il a voulu faire. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette phrase, Faramir aurait dû partir à sa place, c'est au final plus ou moins vrai, vu que c'est Faramir qui a eu plus de vision, et en plus Faramir, on l'a vu, est beaucoup moins tenté par l'anneau, ce qui fait que si ça avait été le cas, il aurait probablement survécu à son frère, et son frère aurait pu mener les batailles d'Osgiliath et compagnie, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même peut-être un truc prophétique là-dedans, qui s'est mal passé, quoi, justement. Il devait en être ainsi. Hein. Oui, dans un sens et dans un autre, parce qu'on est d'accord que Faramir a eu plus de visions, et les visions en premier par rapport à Boromir. Mais tu sais pourquoi il devait en être ainsi? Parce que si ça avait été l'inverse, et que c'était Boromir qui avait trouvé Frodon Sam, il aurait récupéré l'anneau. Il aurait récupéré l'anneau, il aurait jamais laissé Sam et Frodon partir. C'est vrai. Et puis ainsi, Boromir a pu prouver sa valeur et défendre les hobbits et se racheter. Donc. Ouais. Non, mais c'est vrai il que devait j'avais mourir pas pensé au fait que finalement, alors ça aurait été. Ça aurait été. Enfin, techniquement, je sais pas si Boromir aurait été avec les Rangers de Luthinienne, mais. En tout cas, s'il l'avait trouvé, il l'aurait jamais. Faramir les aurait fait passer par Osgiliath, il serait tombé sur Boromir ou ainsi de suite. Ça n'aurait pas été possible. Quoi, Faramir les aurait fait passer par Osgiliath? Oui, il serait peut-être passé par là-bas, ou il serait tombé sur Boromir d'une façon ou d'une autre, et ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire impossible. En tout cas, c'est grâce à Faramir que les hobbits ont pu continuer leur chemin. Et puis Faramir, s'il n'avait pas été là... Si Faramir était avec eux, aurait-il pu passer avec Gollum? Aurait-il pu passer les mines Muil et puis arriver jusqu'à la porte du Mordor, tu vois. Il devait se retrouver juste à deux avec le séducteur Gollum. Et c'est le retour du destin. Ça y est, ça vous avait manqué ce destin. Mais Gandalf, tu t'étonnes presque du fait que Gandalf ait pu pressentir le côté autoritaire de Boromir et qui s'empare de ce qu'il désirait. Mais Gandalf, on va le voir, surtout Gandalf le Blanc, a un don de vision des choses qu'il nous exposera encore par la suite. Lors de la bataille des Champs du Pelennor, Gandalf, bien qu'occupé à tenir les défenses de la ville, va pouvoir après faire le récit de certaines choses qu'il n'a pas du tout vues et assisté de manière concrète, mais il pourra narrer les exploits de certains personnages alors qu'il était très très loin. Bien sûr, mais de toute façon, c'est juste, je trouve cette phrase intéressante, bien sûr. Qu'il la fasse ressortir comme ça, il prenait ce qu'il désirait, enfin voilà. Mais Gandalf est interloqué, Denethor parle de la mort de Boromir. En a-t-il eu des nouvelles avant leur arrivée? En parlait, tiens, justement, il n'était pas censé savoir que Denethor connaissait la mort de son fils. Alors, le vieillard Denethor acquiesce en saisissant, puis en levant dans chaque main une moitié d'un grand corps, un corps pour souffler dedans évidemment, fendu par le milieu, une corne de bœuf sauvage cerclée d'argent. « C'est le corps que Boromir portait toujours !» s'écrie Pipin. « Exactement, » répond Denethor. « Et je l'ai porté en montant, comme chaque aîné de notre maison, en remontant jusqu'aux années évanouies d'avant la défaillance des rois, depuis que Vorondil, père de Mardil, chassait les vaches sauvages d'Arau dans les terres lointaines de Rune. J'en ai entendu l'écho étouffé dans les marches septentrionales il y a 13 jours, et le fleuve me l'a rapporté. Brisé. Jamais plus il ne sonnera. Qu'en dites-vous, semi-homme ?» Pipin balbutie. 13 jours. Cela doit être juste. Oui, il se trouvait à côté de lui quand il sonna du corps. Mais aucune aide ne vint, seulement d'autres orques. Mais Denethor insiste. Il veut en savoir davantage. Pourquoi aucune aide n'est-elle venue? Et comment un semi-homme, si chétif, a-t-il pu s'échapper alors que lui, tout puissant qu'il était, est tombé au combat? Le plus puissant homme peut être tué d'une seule flèche, et Boromir fut percé de nombreux traits, réplique alors Pipin. Ch'tac. Comme ça s'est dit, cette phrase qui est reprise dans les films. Cette phrase magnifique. Magnifique, qui décrit tout. Pipin décrit alors la scène de la mort de Boromir. Comment il l'a vu affaissé au pied d'un arbre, comment lui-même a été fait prisonnier, et comment, malgré l'échec de son entreprise, Boromir a lutté jusqu'à la fin pour tenter de le sauver, lui et son ami Merry. Et sa gratitude en est gigantesque. Un aussi grand seigneur des hommes
trouvera sans doute peu de service chez un hobbit. Je l'offrirai toutefois en paiement de ma dette, rajoute alors Pipin, avant de tirer sa petite épée et de la déposer aux pieds de Denethor. Denethor sourit et demande à Pipin de lui présenter l'épée. Il explique que cette dernière vient des tertres qui s'étendent le long de son pays. « Je vois que d'étranges histoires sont tissées autour de vous, » dit Denethor, « et je vois une fois de plus que l'apparence peut tromper sur un homme, ou un semi-homme. J'accepte votre service, car vous ne vous laissez pas démonter par les paroles. Votre discours est chevaleresque et courtois, tout étrange qu'il puisse paraître pour nous autres gens du Sud. Or, dans les jours qui viennent, nous allons avoir besoin de tous les gens chevaleresques, grands ou petits. » Denethor lui fait alors prêter fidélité et allégeance. Gandalf invite Pipin à répéter les paroles de l'intendant. Pipin s'exécute alors, suite à quoi Denethor promet de toujours récompenser ce qui est donné, la fidélité par l'amour, la valeur par l'honneur, le parjure par la vengeance. « Et maintenant, voici mon premier ordre. Parlez et ne restez pas silencieux. Dites-moi toute votre histoire et veillez à vous rappeler tout ce que vous pouvez de Boromir, mon fils. » Denethor ordonne qu'on apporte du vin, de la nourriture et des tabourets pour les autres, et demande à ce que l'on ne le dérange pas pendant 1 heure. Mais Gandalf s'insurge. Il n'a pas fait une chevauchée de 500 lieues de l'Isengard jusqu'à ici, à seule fin d'amener un petit guerrier, si chevaleresque soit-il. « N'est-il rien, pour vous, que Théoden ait livré une grande bataille, que l'Isengard soit défait et que j'ai brisé la baguette de Saruman ?» demande alors Gandalf. « Cela a pour moi une grande importance. Je connais suffisamment ses exploits pour prendre mes propres décisions contre la menace de l'Est, » répond froidement Denethor. Pipin voit alors une ressemblance entre les deux, et la tension qu'il y a entre eux, presque comme s'il voyait d'un œil à l'autre une ligne de feu couvant sur le point de s'embraser. Denethor a en fait beaucoup plus que Gandalf l'apparence d'un grand magicien. Il est plus royal, plus beau et plus puissant et plus âgé. Cependant, par quelque sens autre que la vue, Pipin perçoit que le plus grand pouvoir et la sagesse la plus profonde, ainsi qu'une majesté voilée, appartiennent à Gandalf. Et celui-ci est en fait plus vieux, beaucoup plus vieux. De combien plus vieux, se demande-t-il ? Il est bizarre qu'il n'y ait jamais pensé. Sylvebarbe avait bien dit quelque chose de ce magicien, mais même alors, il n'avait pas pensé à Gandalf comme étant l'un d'entre eux. Qui est Gandalf ? À quelle époque lointaine, en quel lieu lointain est-il venu au monde ? Et quand le quittera-t-il ? Intéressant qu'il se pose pour la première fois cette question. Ah, c'est fou ça quand même, parce que c'est comme un Maya, Gandalf. Et en fait, Pipin s'est jamais dit ça. Un Maya au singulier d'ailleurs. Ouais. Mais ouais. Et même, il évoque le fait que Sylvebarbe a parlé des magiciens, mais il n'a jamais associé Gandalf à cet ordre des magiciens. Donc il se rend à peine compte du pouvoir de Gandalf à ce moment-là. Mais je veux revenir aussi un peu sur ce qu'il dit de Denethor. Mais attends, avant, pour terminer, parce que moi je trouve ça incroyable que ces personnages se posent ces questions-là, parce que j'en avais jamais vraiment jamais vraiment perçu ça, parce qu'ils se posent du coup des questions, on va dire, sur l'univers que nous-mêmes nous sommes en train de en quelque sorte étudier. Je sais pas s'ils font un peu de méta quelque chose là-dedans. Non mais c'est chouette, c'est génial quand on a ce genre de petits éléments, quoi, parce que c'est vrai qu'on a parfois un peu l'impression, je trouve, que les personnages évoluent dans un monde dans lequel eux ils font leur vie, mais sans se poser de questions sur le monde dans lequel ils vivent. Et on a généralement juste des liens avec cet univers via par exemple les elfes qui vont nous expliquer quelques histoires, ou Aragorn qui nous fait une petite chanson et qui nous parle de ses ancêtres, mais le fait que ça vienne comme ça de Pipin dans ces moments-là et de cette façon-là, enfin moi je trouve ça cool. Je me souvenais pas de... Ouais, c'est marrant qu'il se pose cette question si tard, alors qu'il a quand même vu la puissance de Gandalf plusieurs fois, mais là d'un coup il se demande, tiens... C'est qui ce type en fait ? Ouais, c'est rigolo. Je commence à me demander qu'est-ce que je fous avec lui depuis 3 semaines, moi. Je veux juste revenir sur pourquoi il se pose cette question, parce qu'il le compare en fait à Denethor, il voit la différence. Il dit même que Denethor est plus majestueux, plus chevaleresque, il a plus le look d'un magicien. Donc on peut se rendre compte déjà de la prestance de Denethor. On n'est pas sur la vision, pour le coup, un peu tronquée des films de cet homme un peu nul, un peu lâche, gris, vieux et fatigué. Bon, il est vieux, il est triste, mais il a une prestance, une aura assez énorme, et pas pour rien en fait. Je peux revenir là-dessus en quelques phrases. En fait, pour revenir sur les intendants, pour un peu comprendre exactement d'où vient ce Denethor, il faut savoir que
c'est Romain-Lassie Ier, roi du Gondor de 491 à 541 du IIIe âge, donc 500 ans après la mort d'Isildur, qui crée en fait le poste d'intendant, qui sont à l'origine des conseillers du roi, simplement, qui ne sont pas encore un héritage du sang héréditaire, qui est simplement un poste de conseiller du roi, et chaque nouveau roi avait le choix de choisir son intendant qui allait le conseiller. Mais c'est durant le règne de Minardil, un autre roi du Gondor entre 1621 et 1634 du IIIe âge, que ce dernier décide de faire de la fonction d'intendant une charge héréditaire et fait de Hurin d'Emin Arnen le premier intendant de cette lignée, qui fonde donc la maison de Hurin. Et la maison de Hurin, donc là, il ne faut pas confondre, parce qu'il y a évidemment ce personnage... Avec les enfants de Hurin. Les enfants de Hurin, ce personnage ultra mythique du premier âge, Hurin, qui n'a rien à voir avec cette maison-là, c'est une autre maison, il s'appelle simplement aussi Hurin. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les intendants vont être une lignée héréditaire, et Denethor sera en fait un descendant direct de Hurin, donc de 1600, à peu près 1620. Et donc, il a un sang numénorien complet, vraiment pur. Parce qu'en fait, cette maison de Hurin, elle vient aussi d'une lignée directe de Numénoréens, bénis d'une longue vie, simplement qui n'ont pas été ceux qui ont été mis sur le trône. Donc, c'est pas la lignée d'Isildur, etc. C'est une autre lignée, mais qui était aussi bénie d'une longue vie. Et donc, il a même sang numénorien, autant que Faramir et Boromir. Ouais. Alors, probablement qu'il y a eu des petits mélanges avec des humaines classique pour le coup, donc comme Aragorn finalement, et donc qui n'est pas. C'est plus possible d'avoir un sang. Il n'a pas 300 ans d'existence, mais ils vivent quand même plus vieux. Ils ont une majestuosité plus grande, et ça c'est. Est-ce que c'est une des dernières familles à côté de la famille d'Aragorn, la famille de Hurin, est-ce qu'il y a encore est-ce qu'on connaît, enfin je suppose qu'on va pas avoir la réponse comme ça, mais je me pose la question, est-ce que du coup il y a encore d'autres familles nobles au Gondor qui auraient plus ou moins cette lignée-là À mon avis, il doit y en avoir, mais ils ont dû pas mal se diluer, quoi. Ouais. Avec le sang des hommes classiques, je dirais. Et il reste plus de véritables Numénoréens avec la même vie qu'à l'époque, de toute manière. Même Aragorn, même Faramir. Parce qu'on va être d'accord que tous les hommes qui s'étaient battus en Beleriand ont été bénis de cette longue vie. Les enfants d'Elros ont, eux, bénéficié d'un bonus, on va exactement. dire, plus. Ouais, tout à fait. À savoir que Aragorn est bel et bien descendant d'Elros, ce qui fait que c'est cette lignée, évidemment, qui a été principalement la lignée des rois à Numénor et au Gondor par après. Mais du coup, oui, des Numénoriens, combien sont revenus en Gondor, en fait? Parce qu'on sait qu'il y a 9 navires qui sont venus avec Isildur. Quelques-uns, quand même. Hein. Mais du coup, je suppose, mais comme il y avait déjà des colonies, je suppose que beaucoup des Gondoriens qu'il y a eu, en tout cas, on va dire, dans les années qui ont précédé Isildur, etc., je suppose que, en fait, il y en avait qui étaient venus en bateau avec eux. Il y en avait aussi qui étaient déjà là, quoi. On sait bien qu'il y avait aussi les Numénoriens noirs après qui sont ralliés. Oui, Donc voilà, je suppose, parce que c'est toujours une question que je me pose, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour revenir à 9 bateaux et en fait avoir quand même tout cet héritage numénorien dans le Gondor à ce moment-là. Il y avait, comme tu l'as dit, des colonies qui avaient été depuis longtemps établies en Gondor, enfin en terre du milieu. Et puis voilà. Après, ils se sont évidemment mêlés aux hommes sur place. Comme il est dit d'ailleurs pour les hommes des montagnes, etc. Ouais. Donc il faut s'imaginer un truc, je pense... que voilà, évidemment, là, il y a peut-être beaucoup moins de familles. C'est dit d'ailleurs dans le chapitre que beaucoup des maisons avec des armoiries sont maintenant silencieuses. Et que je suppose du coup qu'il y avait un certain nombre qui aujourd'hui est encore là. Certains sont encore baignés d'une relative beauté, on va dire, mais qu'il n'y a plus grand-chose, quoi. Enfin, il y a beaucoup moins, en tout cas, que ce qu'on aurait... Ouais, tout à fait. Mais donc voilà, j'insiste, Denethor est un descendant pur, pur, je ne dirais pas pur puisqu'il a dû être mêlé, comme je l'ai dit, mais un descendant d'une lignée vraiment numénorienne et un gars très important, et les intendants sont extrêmement importants. Et je terminerai juste là-dessus, parce qu'il y a quand même les rangers de l'Ithilienne qui sont quand même connus aussi pour être aussi gondoriens, presque dans le sens numénorien, ainsi que les rangers du Nord, cette fois-ci, la Compagnie Grise, qu'on rencontrera bientôt, mais ils sont tous bel et bien présentés comme ayant certaines propriétés d'Aragorn et de Faramir, quoi. Donc ils doivent avoir du sang. Il y a bel et bien cette espèce d'aura... C'est deux fils des descendants numénoriens, bien sûr. Ce sont des Dunedains, de toute façon les Dunedains sont les descendants numénoriens.
Donc, après avoir eu cette réflexion donc sur Gandalf et Denethor, Pipin est sorti de ses rêveries par Denethor, qui lui ordonne de commencer son récit. À la fin de cette heure éprouvante, Pipin est épuisé. Denethor ordonne qu'on emmène Gandalf au logement préparé pour lui et que Pipin peut l'accompagner s'il le désire. Il annonce que désormais, le Hobbit serait connu sous le nom de Pérégrine, fils de Paladin, et qu'il saurait les mots de passe mineurs. Il ordonne que Pipin se présente à lui aussitôt que possible après la 3e heure. La 3e heure, c'est en fait la 3e heure après le lever du soleil. Et il dit à Gandalf que lui pourra venir quand il le voudra, hormis pendant ses brèves heures de sommeil. Mais il lui demande de laisser passer sa colère à l'égard de la folie d'un vieillard, mais de revenir pour son réconfort. « Folie ?» répond Gandalf. « Vous savez utiliser même votre chagrin comme manteau. Croyez-vous que je n'ai pas compris votre dessein en interrogeant 1 heure durant quelqu'un qui en sait moins alors que je me trouve à côté ? Si vous le comprenez, soyez satisfait. Il serait folie de dédaigner l'aide et les conseils en temps de besoin, mais vous ne dispensez pareils conseils qu'en fonction de vos propres intentions. Pourtant, le seigneur du Gondor ne doit pas être fait l'instrument de dessein des autres hommes, aussi dignes qu'ils soient. Mais pour moi, il n'existe pas dans le monde tel qu'il est de dessein supérieur au bien du Gondor, et le gouvernement du Gondor m'appartient, mon seigneur, et n'appartient à nul autre, à moins que le roi ne revienne. Donc en fait, il reproche à Gandalf, s'il accepte ses conseils, de vouloir influencer sa décision beaucoup trop, et de ne pas le laisser libre, donc il ne veut pas écouter Gandalf. Alors qu'il prend déjà des décisions, etc. On voit qu'il se prépare quand même un petit peu à la guerre, à mon avis pas assez au goût de Gandalf, mais tout de même, il ne veut pas entendre ses conseils en fait. À moins que le roi ne revienne, eh bien monseigneur l'intendant, votre tâche est de conserver encore ce que vous pourrez du royaume devant cet événement que peu de gens attendent à présent. Dans cette tâche, vous aurez toute l'aide qu'il vous plaira de demander. Je vous dirai ceci, le gouvernement d'aucun royaume ne m'appartient. Pas plus celui du Gondor que d'aucun autre pays, grand ou petit, mais toutes les choses de valeur qui sont en danger dans le monde tel qu'il est à présent, voilà mon souci. Et pour ma part, je n'échouerai pas entièrement dans ma tâche. Même si le Gondor devait périr, si quelque chose franchit cette nuit qui puisse encore croître en beauté ou porter de nouveaux fleurs et fruits dans le temps à venir. Car moi aussi, je suis intendant. Ne le saviez-vous pas ? Ça, cette réplique de Gandalf très importante, qui lui dit que lui, qui n'a pas à craindre Gandalf, puisqu'il ne veut pas le contrôle du Gondor, il ne veut le contrôle de rien. Tout ce qui lui importe, c'est la survie de la Terre du Milieu, la survie du bien, la survie de la beauté, des choses bonnes, et que même si la Terre du Milieu échoue, si le Gondor est détruit, si le rohan meurt, s'il arrive à faire en sorte qu'il arrive à en ressortir quelque chose de bien de ce mal, et qu'au moins une chose de bien arrive à refleurir après tout ça, eh ben il aura fait sa mission, puisque lui, c'est sa mission à lui, c'est préserver l'œuvre d'Ilúvatar, mais c'est pas forcément sauver le Gondor. Simplement, là, c'est son moyen. Et cette dernière phrase, « Car moi aussi je suis intendant, ne le saviez-vous pas ?» Alors, j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'il veut dire par là, même si je pense que j'en saisis le sens profond. Il est intendant de la Terre du Milieu, dans le sens. Mais il est intendant d'Ilúvatar, entre guillemets. Il a plus un rôle de guide que de vrai chef. Il est plus là pour inspirer les hommes et leur apporter de l'espoir que pour vraiment leur aider à tenir le coup, que pour diriger comme un roi devrait le faire. Oui, intendant de la Terre du Milieu dans un certain sens, même si c'est là pour imagé, la préserver le temps que les personnes légitimes puissent en prendre la direction. Mais même au-delà de ça, c'est qu'il dit c'est carrément que le Gondor pourrait mourir, il n'échouerait pas dans sa tâche. S'il arrive à faire refleurir la moindre fleur ou fruit belle dans ce monde. Donc en fait, lui pour l'instant, son plan, c'est de sauver le Gondor. Parce que sauver le Gondor lui permet de faire ça, mais s'il n'y arrive pas à ça, il trouvera un autre plan et un autre moyen. C'est ouf ça. Ouais. Ça, c'est une Vous n'êtes qu'un pion sur mon échiquier. Non, je rigole. C'est pas ça qu'il lui dit, mais il lui dit qu'en fait, son intérêt n'est pas de gouverner le peuple des hommes, n'est pas de gouverner le Gondor. Pour lui, le Gondor, c'est un truc éphémère dans la Terre du Milieu. Oui, non, mais je rigole de toute façon, parce que de toute façon, on connaît la bonté, on va dire, de Gandalf, entre guillemets innée, donc il ne va pas juste dire ce n'est que... il a fondamentalement envie de sauver le Gondor avant de passer au plan d'après. Mais ce qu'il dit est plus profond que ça, et je trouve ça intéressant de le souligner, c'est que non, son but n'est pas de sauver le Gondor, son but est de sauver l'œuvre d'Ilúvatar. Donc je relis cette phrase, je n'échouerai pas entièrement dans ma tâche, même si le Gondor devait périr. Si quelque chose franchit cette nuit qui puisse encore croître en beauté ou porter de nouveaux fleurs et fruits dans le temps à venir.
car moi aussi je suis intendant, ne savez-vous pas. Donc je n'échouerai pas, même si le Gondor devait périr, si seulement il y a quelque chose qui franchit cette nuit, donc qui franchit le règne de Sauron, quoi. Oui, il suffit qu'une C'est- seule personne survive dans l'idée, ou une fleur, une plante, une Ouais. idée. Quelque chose qui pourrait refaire ressurgir la bonté, Mhm. le bien, et donc l'œuvre d'Ilúvatar, il n'aura pas échoué, parce que lui, il sert pas quelque chose d'éphémère, finalement, à une civilisation des hommes, il sert l'œuvre globale Mhm. d'Ilúvatar. Il sert quelque chose de bien plus grand. Et puis ce qui est aussi amusant à noter, c'est que le fait qu'il se fasse appeler intendant, c'est aussi un petit clin d'œil au fait que c'est lui qui va devoir reprendre les rênes de la ville en temps Ouais. de siège, vu que Denethor va complètement perdre la raison C'est vrai. et laissera la défense de la ville à l'abandon. C'est Gandalf qui va gérer tout le combat contre les forces Ouais. du Mordor. Mais ça, ils ne le savent pas encore. En tout cas, moi, j'aime bien cette perspective sur le travail de Gandalf qu'il décrit lui-même, c'est assez intéressant. En tout cas, sur ces mots, Gandalf détourne ses pas et sort de la salle à grands pas, et non pas comme Aragorn grand pas. voilà. Mais Pipin court à son côté. Leur guide les prend aux portes de la salle et les conduit par la cour de la fontaine à un passage entre deux édifices de pierre. Après plusieurs tournants, ils arrivent à une maison voisine du mur de la citadelle et sur le côté nord, non loin de l'éperon qui relie la colline à la montagne. Il les mène par un large escalier au premier étage au-dessus de la rue, puis dans une agréable pièce, claire et aérée, tapissée de belles tentures unies à reflets d'or. La pièce est peu meublée, juste une petite table, 2 chaises et un banc, mais des deux côtés il y a des alcôves garnies de rideaux dans lesquels se trouvent de bons lits avec des récipients et des bassins pour se laver. 3 hautes et étroites fenêtres donnent au nord, par-delà la grande courbe de l'Anduin, encore enveloppée de brume, sur l'Eminmuil et le Rhoros dans le lointain. « Êtes-vous irrité contre moi, Gandalf ? J'ai fait de mon mieux, dit Pipin. « Oui, certes, répond Gandalf avec un rire soudain. Il vient auprès de Pipin et se tient à côté de lui, un bras passé autour des épaules du hobbit, pour regarder par la fenêtre. Pipin jette un coup d'œil étonné sur le visage joyeux de Gandalf. « Vous avez sans nul doute fait de votre mieux. J'espère que vous ne vous retrouverez pas de sitôt dans un tel mauvais pas entre deux aussi terribles vieillards. Le seigneur de Gondor en a toutefois appris de vous plus que vous ne pouvez le penser, Pipin. Vous n'avez pas pu cacher le fait que Boromir n'avait pas conduit la compagnie hors de la Moria, et qu'il y avait parmi vous quelqu'un de haut rang qui venait à Minas Tirith, armé d'une épée fameuse. Les hommes réfléchissent beaucoup au sujet des histoires de l'ancien temps en Gondor, et Denethor a longuement médité sur les chants et les mots fléaux d'Isildur depuis le départ de Boromir. Il n'est pas semblable aux autres arbres de ce temps, Pipin, et quelle que soit sa lignée de père en fils, le hasard veut que le sang de l'Ouest coule en lui presque authentique. Comme je viens de le dire, donc le sang coule, de l'Ouest coule en Oui. Denethor en lui presque authentique. Donc effectivement, il y a eu des petites pertes avec des croisements, je dirais, avec des humains normaux. Néanmoins, il est presque authentique. Comme il le fait chez son autre fils Faramir, et ne le faisait chez Boromir, qu'il aimait le plus. Il a vu longtemps. Il peut discerner, s'il applique sa volonté, une bonne part de ce qui se passe dans la tête des gens, même ceux qui demeurent au loin. Il est difficile de l'abuser et dangereux de tenter de le faire. Rappelez-vous-le, car vous avez maintenant juré fidélité à son service. Je ne sais ce qui, dans votre tête ou dans votre cœur, vous y a poussé, mais ce fut bien fait. Je ne l'ai pas empêché, car les actes généreux ne doivent pas être retenus par de froids conseils. Cela lui a touché le cœur, en même temps que cela a plu à son humeur. Et au moins vous êtes libre à présent de circuler comme vous voulez dans Minas Tirith. Mais il y a un revers de la médaille. Vous êtes à ses ordres, et il ne l'oubliera pas. Enfin, il est inutile de ruminer sur ce que demain rapportera. D'abord, il est certain qu'il apportera pire qu'aujourd'hui, pendant bien des jours à venir. Il ne peut rien faire d'autre pour l'empêcher. L'échiquier est disposé, et les pièces bougent. L'une que je suis grandement désireux de trouver, c'est Faramir, l'héritier à présent de Denethor. Je ne crois pas qu'il soit dans la cité, mais je n'ai pas eu le temps de prendre de renseignements. Je dois partir, Pipin. Il faut que j'aille à ce conseil de seigneur pour apprendre ce que je pourrais. Mais l'ennemi a le trait. Il est sur le point d'ouvrir pleinement la partie, et les pions en verront autant que quiconque. Pérégrine, fils de paladin, soldat de Gondor, affilez votre lame. Sur quoi Gandalf sort, et à ce moment, la note claire et mélodieuse d'une cloche sonne dans une tour de la citadelle. Elle retentit 3 fois, comme de l'argent dans l'air, et se tait. La 3e heure depuis le lever du soleil.
Pipin quitte alors sa demeure et se rend dans la rue. Des hommes en armes viennent et vont dans les voies de la cité, changeant de poste et de service à la sonnerie de l'heure. Il remarque bientôt un homme vêtu de noir et blanc qui approche dans la rue étroite, venant du centre de la citadelle. L'homme vient droit à lui. « Vous êtes Pérégrine, le semi-homme ? J'ai appris que vous avez prêté serment de fidélité au service du seigneur de la cité. Soyez le bienvenu. Je m'appelle Bérégon, fils de Baranor. Ce matin, je ne suis pas de service, et on m'a envoyé vous enseigner les mots de passe et vous dire quelques-unes des nombreuses choses que vous désirerez certainement savoir. Quant à moi, j'aimerais aussi apprendre certaines choses de vous, car nous n'avons encore jamais vu de semi-homme dans ce pays, et bien que nous en ayons vaguement entendu parler, il en est peu question dans toutes les contes que nous avons. Êtes-vous un ami de Mitrandir ?» Pipin acquiesce et commence à discuter avec Bérégon. Mais bientôt, il pose la question qui le taraude depuis longtemps. Qu'en est-il du petit déjeuner et tout cela? Où se trouve la salle à manger et les auberges? Et le deuxième petit déjeuner. En plus, c'est marrant parce que je ne l'ai pas mis dans le résumé, mais il évoque ça plusieurs fois pendant tout le truc avec Denethor, etc. Il se demande, mais est-ce que j'aurai le temps de prendre 3 petits déjeuners avant d'aller voir Denethor, etc. Donc il parle bien de multiples déjeuners. Bérégon rigole et lui explique qu'il y a 3 repas à peu près par jour. Le matin, les hommes mangent avant de prendre leur service, puis il y a le casse-croûte à midi, et enfin les hommes se rassemblent vers le coucher du soleil pour le repas quotidien. Classique, hein ? Mais voyant la tête déconfite de Pipin, il lui propose d'aller rapidement manger et boire sur un rempart en contemplant la belle matinée. C'est alors que Pipin se rappelle que Gandalf lui a demandé d'aller s'assurer que Gripoil, son cheval, est bien traité aux écuries. Bérégon lui propose alors de passer aux écuries avant d'aller prendre le repas promis. Petite anecdote, ce fameux Bérégon. Bérégon. Moi je dirais Bérégon, mais c'est peut-être Bérégon. Il y a un en vrai. D à la fin de son nom, non? Oui, il y a un D, donc c'est Bérégon. Bérégon. La suite que Tolkien avait eu envie d'écrire, enfin avait commencé d'écrire, a été plus ou moins narrée par son fils, qui est lui-même déjà très vieux Oui, c'est ça. à ce moment-là, vu que c'est après la mort d'Aragorn. d'Aragorn, donc dans plus de 110 ans. Donc voilà, malheureusement, on a déjà parlé de cette histoire. Mais cette suite n'a pas donc abouti. c'est le Bergil, mais très très âgé, qui racontait l'histoire, c'est ça? Ouais. Destin un peu nul de Bérégon. Je sais pas si vous avez un peu regardé son destin, mais on le verra plus tard dans les livres. Mais je sais pas que ça me fait plaisir d'en parler maintenant. Mais en fait, il va aider à ce que Faramir survive. Parce que, je spoil, mais Faramir va tomber au combat, il va être ramené vivant sur le point de mourir à son père, qui va vouloir s'immoler avec lui, etc., comme on le voit dans les films. Et c'est Bérégon qui va empêcher ça. Qui va affronter et tuer d'autres gardes. Exactement. Et donc il va tuer des gardes de Minas Tirith, donc ses propres compagnons, pour sauver Faramir. Et en fait, il sera jugé par Aragorn quand Aragorn va prendre le pouvoir. Aragorn va faire preuve de clémence, mais quand même, il va le bannir de la cité et de ses services. Et donc Bérégon va être recueilli par Faramir, qui va le prendre sous son aile et va devenir capitaine de l'Ithilien avec... oui, ça va quand même, il y a une bonne fin. Faramir va devenir prince d'Ithilien, etc. Ouais. Et ce sera un des capitaines Il de va être Faramir. envoyé au mur. Mais quand même, Aragorn dans ses obligations royales, va être obligé de le bannir parce qu'il a tué des... Peut-être qu'Arwen était là dans son oreille en lui disant « Tu dois te montrer ferme. Mais c'est un peu trash, ou quand le même. peuple ne te respectera jamais. » Moi, je trouve que c'est un peu trash, quoi. Mais bon. Moins trash qu'un coup d'épée dans la nuque. Hein. C'est dur, mais juste. En arrivant aux écuries de Denethor, Pipin constate avec joie que Gripoil y a été traité avec le plus grand soin. Bérégon lui palpe doucement la tête du cheval, pas celle de Pipin, je vous rassure. Ce dernier lui explique que c'est un illustre animal qui voyage sans mort, bride, et qu'il transporte seulement ceux qu'il estime dignes de monter sur son dos. Tous deux quittent l'animal après s'être bien assurés que son auge est suffisamment rempli, afin de se rendre à la citadelle pour, eux aussi, se nourrir. Ils descendent par un long escalier dans un large couloir éclairé de lanternes. Dans les murs se trouvent des guichets, et l'un d'eux est ouvert. C'est ici que se trouve la manutention et qu'ils reçoivent leur pitance. Du pain, du beurre, du fromage et des pommes, une gourde de bière bien fraîche, des écuelles et des gobelets de bois. Bérégon et Pipin emportent le tout dans un panier d'osier et remontent au soleil, à un endroit de l'extrémité est du grand rempart avancé, « où les murs présentent une embrasure avec un siège de pierre sous la pluie.
Ils peuvent observer de là le matin qui s'étend sur le monde. En ayant ces descriptions-là, je nous vois quand nous descendions à Avignon en été, pendant le festival, que nous allons chercher notre baguette, notre petit saucisson, notre bout de fromage, que nous allions monter sur le rocher des Dons, face au Rhône, et que nous profitions du soleil, d'une bonne compagnie et d'une bonne chair. Sauf qu'une bataille épique et dangereuse ne nous attendait pas. Bah, c'était la bataille contre l'estomac vide, et pas des moindres. Et la bataille contre la sieste aussi et le sommeil. Et puis la bataille contre les vendeurs et la sécurité du Carrefour Express qui voulaient m'attaquer quand j'avais volé un saucisson. Vous saurez tout. Un épisode spécial. Ils mangent et boivent tout en parlant, tantôt du Gondor et de ses us et coutumes, tantôt de la comté et des pays étranges que Pipin a vus. Le soleil monte et les brumes de la vallée d'en bas se lèvent, soufflées par la brise grandissante de l'est qui fait à présent claquer les étendards blancs de la citadelle. Dans le fond de la vallée, à quelques kilomètres en contrebas de leur point d'observation, ils peuvent voir le grand fleuve. Au pied de la cité s'étend tout le champ de Pélénor, parsemé dans le lointain de fermes et de petits murs, de granges et d'étables, de nombreuses routes, et beaucoup d'allées venues en bas, de paysans, de charrettes, un cavalier en hâte de temps à autre. Bérégon pointe alors à Pipin les différentes routes empruntées, ainsi que leur aboutissement. Vous voyez là les derniers camions qui emportent vers le refuge les vieillards, les enfants et les femmes qui doivent les accompagner. Eh bien, ils doivent être tous à 1 lieue de la porte et dégager la route avant midi. C'est une triste nécessité, et il est possible que peu de ceux qui sont aujourd'hui séparés se retrouvent jamais. Il y a toujours eu trop peu d'enfants dans cette ville, mais à présent, il n'y a plus que quelques jeunes garçons qui ne veulent pas partir et qui pourront trouver quelques tâches à accomplir. Mon fils, il est de ceux-là. Le silence retombe durant un moment. Pipin regarde anxieusement vers l'est, craignant à tout moment de voir des milliers d'orques se déverser dans les champs. Et puis, son regard se porte vers la cité d'Osgiliath, dont Bérégon lui partage les derniers récits de conquête. Le passage des cavaliers noirs, la victoire de Boromir sur la rive occidentale et la prochaine attaque que les soldats du Gondor y attendent promptement. Quand cela arrivera-t-il ? J'ai vu les feux d'alarme la nuit dernière, ainsi que les estafettes, et Gandalf disait que c'était un signe que la guerre avait commencé. Il semblait désespérément pressé. Mais à présent, tout paraît si tranquille. C'est ce que l'on appelle le calme avant la tempête. Désormais, il est trop tard pour chercher de l'aide. Nous serons bientôt assiégés. Les secours devront venir à nous. Bon, je ne connais pas la pensée du Seigneur Denethor, mais il a maintes sources d'informations. Il n'est pas comme les autres hommes. Il voit loin. D'aucuns disent que, lorsqu'il se tient seul la nuit dans sa chambre haute de la tour et qu'il tourne sa pensée de telle ou telle façon, il peut lire quelque peu dans l'avenir et qu'il fouille même parfois l'esprit de notre ennemi, luttant avec lui. Et c'est pourquoi il serait vieux, usé avant son temps. Enfin, quoi qu'il en soit, Monseigneur Faramir est parti au-delà du fleuve pour quelques missions périlleuses, et il peut avoir envoyé des renseignements. Mais nos pensées sont désormais tournées vers le Rohan, et nous sommes heureux des nouvelles de victoire que vous apportez. Mais ceci est une grande guerre, au plan depuis longtemps établi, et nous n'en sommes qu'une pièce, quoi qu'en puisse dire notre orgueil. L'échiquier est en place, les pièces avancent. Maintenant, tous les royaumes vont être mis à l'épreuve. Résister ou tomber sous l'ombre. Notre ennemi, lui, il est prêt. Toutes ses forces sont rassemblées, et pas seulement des orques, mais aussi des hommes, des légions de Haradrim venus du sud, des mercenaires venus de la côte. Ils répondront tous à l'appel du Mordor. Ce sera la fin du Gondor tel que nous le connaissons, et le coup le plus dur sera porté d'ici. Et puis, si le fleuve est pris, si la garnison d'Osgiliath tombe, la dernière défense de cette cité aura disparu. Mais nous avons le magicien blanc, et cela ne signifie pas rien. Pipin écoute silencieusement. Il contemple les grands murs, les tours, les beaux étendards et le soleil haut dans le ciel, et puis l'obscurité grandissante à l'est. Et il pense aux longs doigts de cette ombre, aux orques dans les forêts et les montagnes, à la trahison de l'Isengard, aux oiseaux à l'œil néfaste, aux cavaliers noirs avancés jusque dans les chemins de la comté, et à la terreur ailée, les Nazgûl. Il frissonne, et à ce moment même, le soleil vacille et est obscurci 1 seconde, comme si une aile sombre avait passé devant lui. Pipin croit distinguer, presque hors de portée de l'ouïe, très haut et loin dans les cieux, un cri, très faible, mais étreignant le cœur, cruel et froid. Il pâlit et se blottit contre le mur. Bérégon et Pipin se regardent, le cœur noué. Ils connaissent tous deux la nature de la créature qui les a survolés, loin et semé le désespoir dans leur cœur. Ils restent un moment assis, la tête basse, sans parler. Il s'agissait évidemment
D'un De as- Gollum. D'un Nazgûl à Nazgûl. croupeton sur une créature ailée. Tout à fait, on n'y était pas loin. Et puis soudain, Pipin lève le regard et constate que le soleil brille encore et que les étendards flottent toujours au vent. C'est passé. Et son cœur ne veut pas encore désespérer. Gandalf est tombé et il est revenu. Et il est avec eux. Ils peuvent et ils doivent tenir. Oh, tout de même, dit Pipin, je ne veux pas aller me battre. Mais être dans l'attente d'une bataille à laquelle je ne peux échapper, c'est encore pire. Ils parlent encore jusqu'à ce que les cloches de midi sonnent, ce qui annonce l'heure du déjeuner. Je voudrais revenir sur cette phrase qu'il dit je veux pas aller me battre, mais être dans l'attente d'une bataille que je ne peux échapper, c'est encore pire. Mais en vrai, quand tu prends cette phrase au premier degré, c'est horrible. Genre, ça doit être horrible, la pression qu'il doit avoir. Surtout lui, déjà pour les hommes sur place, Ouais. évidemment, bien que ce soit leur vie, leur métier. Ouais. Mais ouais, pour Pipin, qui il y a 13 jours se trouvait avoir Boromir percé de flèches, Ouais. et qui quelques mois auparavant était en Foncombe, et puis Avec son petit châle. Et, c'est ça, à profiter de la neige avec ses amis hobbits, Mais à oui, regarder ouais. des elfes, écouter les histoires de Bilbon, et puis 6 mois avant, qui se trouvait en comté paisiblement, Ouais. à penser à quelle bière et combien de bières il allait s'enfiler à la soirée de Bilbon. Ouais, non, Et mais leur c'est ça. ils n'en sont pas au bout de leur peine, les pauvres. Non. Non, mais c'est fou. Et là, il va devoir se battre. Et, ça me rappelle un peu cette scène aussi dans les films avec, tu sais, ce gosse-là, fils de Hama, je sais plus quoi. Allez, fils de Hama, monseigneur. Ouais, ouais. Qui Dont le père vient de se faire bouffer par un warg d'ailleurs. qui fait tester son épée à Aragorn et il fait c'est une bonne épée. Et tu sais, ce truc de. C'est des gens qui devraient pas du tout se trouver là et qui. Bah, on a quelque chose de similaire, je trouve. Enfin, similaire, vraiment, toute proportion gardée. Mais c'est un peu comme avant de monter sur scène, tu vois. Quand t'es très stressé, vraiment, de Je manière. croyais que t'allais parler de la guerre en Ukraine ou. Non, pas du tout. Non, justement, Dieu merci, je connais pas ça. Non, mais tu vois, avant de monter sur scène, parfois, t'as un petit stress comme ça, tu dis. T'as limite presque pas envie d'y aller quand t'es très stressé, mais tu dois le faire, tu n'as pas le choix. Ouais. Bon, au final, après, la résolution est super. Oui, mais tu meurs pas quoi. voilà, c'est ça. Bah, Tu vois pas tes potes là, il y a se faire clairement pas mort d'homme. massacrer à côté. Mais il y a ce stress-là, alors tu décuples ça dans un contexte où effectivement là ta vie et celle de tous ceux que tu connais est en jeu, c'est beaucoup plus tragique et beaucoup Ouais, plus non, mais fort. ça doit être horrible. Ce Ouais. petit nœud au ventre comme ça. Il y a de l'agitation dans la cité. Les hommes s'activent, on se demande pourquoi, vu qu'ils vont bientôt pouvoir manger, et Bérégon invite le jeune hobbit à le suivre pour partager son repas, ce que Pipin accepte avec joie, se sentant désormais bien seul, sans Gandalf, et loin de son cher Merry. C'est ainsi que Pipin est présenté aux hommes de la 3e compagnie. Et il semble que Bérégon en retire autant d'honneur que son invité, car celui-ci est très bienvenu. On avait déjà beaucoup parlé dans la citadelle du compagnon de Mithrandir et de son long entretien en tête-à-tête avec le seigneur, et la rumeur déclarait même qu'un prince des semi-hommes était venu du nord offrir allégeance au Gondor avec 5000 épées. Certains disaient même que quand les cavaliers viendraient du Rohan, chacun amènerait un guerrier semi-homme, petit peut-être, mais vaillant. T'imagines maintenant chaque guerrier du Rohan avec son petit Fake hobbit de news. poche. Avec ses Pokémon, tu sais. Ouais, c'est ça. Des mini-mois, plein de mini-mois partout. Attaque Attaque Mary Attaque petit déjeuner, second petit déjeuner. Pipin doit se résoudre malheureusement et à grand regret de récuser cette légende, mais il n'en tire pas moins de fierté et sa venue ainsi que ses récits font grande impression parmi les hommes. Ayant encore en tête les recommandations de Gandalf, il veille cependant à ne pas trop laisser traîner sa langue de hobbit sur des détails et informations trop sensibles. Bérégon finit par se lever pour aller prendre son service et invite son compagnon du moment à retrouver son fils, Bergil, qui pourra lui tenir compagnie et prolonger sa visite de Minas Tirith. À ne pas confondre avec le mec qui passe à la TV, Bear Grylls, hein, attention. Ah, ceux qui ont la ref, même moi je l'ai pas tellement, mais je vois. Moi non plus, je fais l'effort, j'imagine. Non, mais je C'est- l'ai, mais dans le fond, quoi. vraiment. C'est quoi? C'est une sorte de courte paille, mais version barbecue? Non, c'est c'est ça un gars Non, qui fait de la c'est un- survie, c'est ça Ouais. Ah non, rien à voir. Un ancien militaire qui faisait des missions de survie. Ouais. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est celui qui disait improvise, adapt, overcome? Oui, c'est ça. Ok, c'est le d'accord. fameux même, ouais. C'est un peu nous à Avignon. Et nos saucissons. Et fuir la sécurité du carrefour. Voilà, ceux qui veulent cette histoire, On vous en parlera dans un autre épisode. Dans une FAQ. Envoyez des messages si vous voulez savoir le fin mot de l'histoire du saucisson. Il faut savoir que Cyril a dû sortir du carrefour à Non, non, Croupeton. non, ne racontons pas ça maintenant. Tisons-la. Rapidement, tous les hommes ne tardent pas à suivre Bérégon, et Pipin descend pour explorer la cité, en faisant un détour par les écuries pour apporter à Gripoil quelques morceaux qu'il avait mis de côté à son intention.
À mesure que le hobbit descend le long de maints chemins sinueux, les gens ouvrent de grands yeux. Les hommes se montrent d'une courtoisie grave, le saluent à la manière du Gondor, la tête courbée et les mains sur la poitrine, et derrière lui, il entend de nombreux appels, comme si ceux-ci qui étaient dehors criaient à ceux qui étaient à l'intérieur « Venez voir le prince des semi-hommes, le compagnon de Mithrandir, venez voir le prince de la comté !» Il finit par arriver au cercle inférieur, le plus large, et là, on le dirige vers une vaste voie qui mène à la grande porte. Il y trouve la vieille hôtellerie. Des garçons jouent entre les colonnes, les seuls que Pipin ait vus à Minas Tirith, et il s'arrête pour les regarder. L'un d'eux l'aperçoit, il s'élance à travers la pelouse avec un cri et vient dans la rue, suivi de plusieurs autres. Il reste là, devant Pipin, le regardant de haut en bas et puis de bas en haut. « Salut! D'où venez-vous? Vous êtes un étranger dans la ville ?»« Oui, je l'étais, mais on dit que je suis devenu un homme de Gondor. »« Bah voyons! Quel âge avez-vous et comment vous appelez-vous? Moi j'ai déjà 10 ans et je mesurerai bientôt 5 pieds. Je suis plus grand que vous d'ailleurs. Mais aussi mon père est un garde, un des plus grands. Que fait le vôtre? Alors, mon père exploite des terres dans la comté. J'ai près de 29 ans, bien que je ne mesure que 4 pieds et que je ne risque guère de pousser davantage, enfin, sinon au niveau du ventre. 29 ans! Wouah! Vous êtes vachement vieux! Aussi vieux que mon oncle Yorlas. Attention. C'est exactement comme ça qu'il lui répond. Et qui êtes-vous donc, neveu de Yorlas? Je suis Bergil, fils de Bérégon de la Garde. C'est bien ce que je pensais. Vous ressemblez à votre père, en fait. Je le connais, et il m'a envoyé vous trouver. Attendez, ne me dites pas qu'il a changé d'avis et qu'il veut me renvoyer avec les jeunes filles. Non, son message est moins mauvais que cela. Il dit que vous pourriez me montrer la cité pendant un moment et égayer ma solitude. Mais je vous raconterai en retour des histoires de pays lointains, ne vous inquiétez pas. Cette histoire d'accompagner les filles, c'est toutes les filles et même les jeunes garçons qui vont partir, qui sont évacués de la ville en fait, en préparation du conflit à venir. C'est ce qu'ils apercevaient depuis leur poste tout en haut. Lorsqu'ils mangeaient, ils voyaient justement tous les fermiers, les paysans et tous les gens qui n'avaient rien à faire dans la ville en fait, qui étaient rejoindre les montagnes et les abris. Fraîchement rencontrés, c'est ainsi que Bergil et Pipin partent tous deux pour la porte principale, afin de voir les capitaines des terres extérieures qui y sont attendus avant le coucher du soleil. Bergil se révèle très bon camarade, de la meilleure compagnie que Pipin ait eue depuis sa séparation avec Merry d'ailleurs, et il ne tarde pas à rire et à parler gaiement tandis qu'il parcourt les rues sans prêter attention aux nombreux regards que les hommes leur lancent. T'as quel âge, Bergil? 10 ans. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'herbe à pipe? On comprend mieux pourquoi les hommes les regardent bizarrement. Ils savent très bien quel âge a Pipin. Ouh là là, ma tête tourne. C'est normal, ne t'inquiète pas. Il se trouve rapidement dans une foule qui se dirige vers la grande porte. Une foule d'hommes borde la route et le grand espace pavé dans lequel débouchent toutes les voies menant à Minas Tirith. Tous les yeux sont tournés vers le sud, et bientôt s'élève un murmure. « Il y a de la poussière là-bas! Ils arrivent !» Pipin et Bergil se faufilent jusqu'au premier rang de la foule et attendent. Des cors sonnent à quelque distance, et le bruit des acclamations roule vers eux. Puis, il y a une puissante sonnerie de trompette, et tout autour d'eux, les gens crient « Forlong, cœur loyal, ami fidèle! Forlong est arrivé !» En tête de la file marche un grand cheval, sur lequel est assis un homme aux larges épaules et à la vaste panse. Il est vieux, arbore une barbe grise, vêtu de mailles et casqué de noir, et porte une longue et lourde lance. C'est Forlong, seigneur de Lossarnac, grand-père de Bergil. Derrière lui marche fièrement une colonne poussiéreuse d'hommes bien armés et portant de grandes haches d'armes. Ils ont le visage farouche et ils sont plus courts et quelque peu plus basanés que tous ceux que Pipin avait vus déjà en Gondor. Ainsi, les compagnies extérieures venues défendre la cité, saluées et acclamées, franchissent la porte. Et donc c'est donc comme disait Fix, ce sont des hommes du Gondor qui sont issus du croisement. J'ai horrible de parler comme ça, mais de la. Ils sont beaucoup plus de sang mêlés en tout cas. Avec les hommes des montagnes qui sont pour le coup basanés, etc. Donc plus petits. Mais donc là, en fait, ce sont des compagnies extérieures qui arrivent. C'est ça, et cela comprend des soldats, des campagnards, des montagnards, des pêcheurs même. Et en dernier, dans cette troupe, on trouve le plus fier d'entre tous, Imrahil, le prince de Dol Amroth, dont nous parlions un peu plus tôt dans l'épisode, parent du seigneur. Donc visiblement, ce sont quand même des familles ce sont des familiers, donc ils ne sont pas apparentés à ce sang de Numénor, et qui portent comme étendard des étendards d'or, portant l'emblème du navire et du signe d'argent, une compagnie de chevaliers montés sur des chevaux gris, et derrière eux, quelques 700 hommes d'armes. Voilà tout, moins de 3000 hommes au total, et il n'en viendra plus. Les spectateurs se tiennent un moment silencieux à regarder les hommes rentrer dans la cité.
Et puis déjà l'heure de fermeture approche, le soleil rouge est descendu, l'ombre s'étend maintenant sur la ville. Pipin lève les yeux et il lui semble que le ciel est devenu gris, rempli d'une cendre qui laisse difficilement passer les rayons du soleil. Comme pour rappeler que le jour touche à sa fin, une trompette annonce la fermeture de la porte et Berguil et Pipin, main dans la main, rentrent en ville et alors qu'ils atteignent la rue des Lanterniers, toutes les cloches des tours sonnent. Des lumières jaillissent à maintes fenêtres ainsi que des maisons et postent des hommes d'armes, tandis qu'au sein de la ville monte le son de chants. « Adieu pour aujourd'hui, dit Berguil. Présentez mes respects à mon père et remerciez-le de la compagnie qu'il m'a envoyée. Revenez très bientôt, je vous en prie. Je souhaiterais presque qu'il n'y ait pas de guerre, car nous aurions pu avoir du bon temps. On aurait pu faire le voyage jusqu'à Le Sarnac pour aller chez mon grand-père. Il y fait super bon au printemps. Les bois et les champs sont remplis de fleurs. Mais peut-être irons-nous encore là ensemble. Vous savez, ils ne vaincront jamais notre Seigneur, et mon père est très valeureux. Allez, adieu, et revenez !» Ils se séparent, et Pipin se dirige vivement vers la citadelle. La nuit tombe rapidement, très noire. Pas une seule étoile dans le ciel. Il est en retard pour le repas quotidien et il prend place à côté de Bérégon, à qui il apporte des nouvelles de son fils. En sortant de table, Pipin reste un moment, puis, saisi d'une mélancolie, il s'en va car il désire vivement revoir Gandalf. Malgré la nuit noire et les ordres pour voiler toutes les lumières dans la ville, il retrouve rapidement son chemin. Le logement est sombre également, seulement éclairé d'une petite lanterne posée sur la table. Gandalf est absent. La mélancolie lui pèse encore plus lourdement sur le cœur. Il reste un moment étendu dans son lit à tenter de s'endormir, tout en guettant le retour de Gandalf, puis il finit par tomber dans un sommeil inquiet. Au cours de la nuit, il est réveillé par une lumière. Gandalf est rentré et fait les 100 pas, tout en soupirant et en murmurant « Quand donc Faramir reviendra-t-il ? Quand reviendra-t-il ? Bonsoir ! Je croyais que vous m'aviez totalement oublié. Ah, je suis heureux de vous voir de retour. La journée a été longue. Mais la nuit sera trop courte. Je suis revenu ici parce qu'il me faut un peu de paix. Seul. Vous devriez dormir pendant que vous le pouvez encore. À l'aube, je vous amènerai de nouveau devant le seigneur Denethor. Non, quand la convocation viendra, pas avant. L'obscurité a commencé. Il n'y aura pas d'aube. On s'en rapproche des moments sombres. Le début de la bataille approche. Putain, quel début de livre. Ouais, incroyable, hein. Boum. Et en plus, bon, énorme chapitre, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Ouais, très court. Et on passe vraiment par tellement de choses. T'as d'abord toute cette courte effrénée au début, Les feux l'arrivée d'alarme dans qu'on la aperçoit. cité, les feux d'alarme, la rencontre avec Denethor, L'introduction de plein de personnages aussi. Et ouais, cette balade avec Bérégonde et son fils qui dure finalement une bonne partie du chapitre aussi. Qu'on va revoir plusieurs fois, qu'on va croiser à de nombreuses reprises dans la cité pendant la guerre, après. Ouais. Les seigneurs Gondor qui arrivent en renfort. Et pendant ce temps-là, Gandalf qui à mon avis court partout, Oui. comme il le fait. Qui prépare les défenses de la cité, certainement. Ouais. Et puis on a plein de petites informations sur comment se passe cette préparation de siège, vu qu'on a l'information que toutes les populations civiles sont évacuées, qu'il y a déjà cette histoire de couvre-feu, littéralement, où les lumières peuvent être allumées pendant la journée mais pas le soir, pour être le plus discret possible. Les hommes extérieurs qui viennent rejoindre la cité pour la défendre. Une ambiance pour le moins macabre et dangereuse. Tout à fait. Ça doit être pas mal stressant de se trouver dans la cité là-bas. C'est pas le meilleur moment pour aller faire une visite touristique à Minas, quoi. C'est ça qui rend les paroles de Gandalf assez paradoxales et presque humoristiques quand il dit à Pipin qu'il va se retrouver dans la cité. Il va se retrouver à l'endroit le plus sûr de la Terre du Milieu. Bah oui, Ouais. Alors que pas du tout. je me suis dit ça pendant. Je me suis dit ça en le lisant et il dit bien pendant. Enfin, pour le moment, quoi. Enfin, que. Jusqu'à la guerre, c'est oui. l'endroit le plus safe de la Terre du Milieu, parce que bon, il y a probablement aussi des compagnies d'orques qui traînent un peu partout. Dans le Westfold, Partout, etc. en fait, en comté, probablement que Ouais, c'est ça. Saruman a déjà été un peu là-bas. Saruman est déjà, il est sur le point de partir et de quitter. À part en étant peut-être Isengard, avec là. les Rohirrim, c'est probablement là où tu es le plus safe actuellement, quoi. Donc, Bah oui. et en même temps, ce n'est qu'une question de jours, si pas d'heures, Et en pour que ce fait, ne soit plus vrai. faut pas oublier qu'aussi, à ce moment-là, il y a des compagnies qui attaquent la Lothlórien, qui attaquent Osgiliath, la forêt noire, qui attaquent partout, en Ouais, fait. Sauron joue toutes ses cartes là, surtout depuis qu'il pense savoir que l'anneau est en possession des hommes et peut-être même du Gondor. Ouais. Donc c'est vraiment un déversement des forces partout, quoi. C'est pas juste à Minas Tirith. Il a peur là, Sauron. Hein. Il pense que l'anneau a été récupéré et qu'il risque de perdre.
Ouais. C'est pour ça qu'il déverse toutes ses forces déjà maintenant, alors qu'il aurait pu attendre Mhm. et en avoir encore plus et submerger totalement. En tout cas, ça annonce rien de bon. Ah. Ça donne la couleur, en effet. Et nous verrons ça dans le prochain épisode. Ou Bah, peut-être pas, car le prochain épisode ne est seront encore, pas un, encore là. espèce de- ouais, un petit épisode, un petit chapitre, on va dire. Où en fait les On va troupes, retrouver- enfin les gens. Les On va personnes- retrouver surtout Aragorn, On va etc., retrouver qu'on notre a- Aragorn. on n'a pas encore On retrouvé. va retrouver les troupes du Rohan. Et chacun prépare en fait un peu son combat Puisqu'en comme fait- il peut le faire. Là, remarquons qu'en fait, on était en 2 groupes la dernière fois dans le 2. Il y avait donc Sam et Frodon, et puis l'autre côté, toute la compagnie de l'anneau. Donc avec Aragorn, Gandalf, etc. Et maintenant, on est en 3 groupes, en fait. Qui s'est déjà séparé au final, parce qu'on avait déjà Merry et Pippin d'un côté, C'est vrai. D'une Très certaine vite. façon, oui, c'est vrai. Ouais, mais ils se sont C'était surtout réunis. sur un chapitre. Aragorn, Legolas et Mais ils se sont réunis très vite après. Merry et Pippin, pas spécialement. Ah oui, c'est Ils vrai. se sont retrouvés Gandalf, mais on a quand même plusieurs. Ouais, c'est vrai. Ils Plusieurs restent quand chapitres. même parce qu'eux ils partent à Isengard alors que les Oui, c'est autres vrai. partent à. Donc, Excusez-moi, Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Donc la prochaine fois on retrouve Aragorn, Gimli et Legolas. Jusqu'à ce qu'ils rejoignent Minas Tirith au final. Exactement, ouais. D'autant plus que même lorsqu'ils seront dans le même espace-temps, on aura quand même ce qui se passe dans la cité et ce qui se passe sur le champ de Pelennor. Et comme dans le film, en fait, où on a des cuts d'un chapitre à l'autre sur des actions simultanées. Et ce qui est d'ailleurs très agréable d'avoir ces différents personnages réunis presque au même endroit. Ouais. Parce qu'il y a plein de moments où il y a un personnage qui va entendre un cri d'un Nazgûl. Et dans le chapitre suivant, Ouais. on voit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'autre côté. Et de voir les actions simultanées, en fait. Et même parfois, Tolkien le fait, s'en amuse en disant là, il se passe ça, et au même moment, Frodon voyait ça. Ouais. Et en fait, on l'avait déjà On vu l'avait avant. eu dans le Deux Tours, hein, Ouais. lorsque Frodon à un moment pensait à Gandalf, il se demandait s'il était de nouveau vivant, où il serait. Et à ce moment-là, en fait, Ouais. Tolkien disait clairement que Gandalf, il n'avait pas cette préoccupation-là, et qu'il était sur les marches d'Isengard à éviter le palantir de Saruman. En tout cas, voilà, une belle reprise. J'espère que ça vous fait autant plaisir à vous qu'à nous, Qu'à nous, ouais. de se retrouver enfin pour ce dernier tome d'ailleurs, qui est le plus court, hein, en le prenant en main là pour commencer les résumés. Je Certes. aïe, ça va vite se Tout finir. va plus vite. Tout va aller vite parce que c'est vraiment le plus court de la trilogie. Tout s'accélère, même dans l'intrigue. On peut même vous dire tout de suite qu'il y aura. Combien de chapitres Au final. Alors attention, parce qu'il y a les impédices, je m'y perds. Je pense qu'en tout cas, Regarde, avec t'as bien celui-ci, nous Voilà. sommes partis jusqu'à fin février, début mars, je pense, dans ça, les c'est déjà pas mal. les Mais diffusions. en gros, il y a dans ce livre 9 chapitres. 19 chapitres 19 au total, chapitres, ouais, c'est ça. dans tout le livre du Retour du Roi. Encore 19 semaines à partir d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est le moment de repartir avec les questions, avec les messages. Si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle, qu'on discute, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages. J'espère que l'aventure vous plaît toujours. Encore un grand merci à tous les tipeurs Ouais. qui sont avec nous. Nous, on est vraiment très... on a beaucoup de gratitude pour ça. Ça nous permet vraiment de bien faire tourner ce podcast. Donc vraiment un énorme merci. Vous participez pleinement à cette aventure avec nous. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis, eh bien voilà, on se retrouve déjà la semaine prochaine alors. On reprend le rythme. Bah ouais, c'est parti. Jusqu'en février, c'est ça, 19 épisodes. Donc Ouais. un de fait, plus que 18. On vient d'enregistrer une bonne heure et demie là, comme vous pouvez le voir. Donc Ouais, c'est c'est intense. Faut hein. se remettre. Faut hein. s'en remettre. Ouais. C'est fou, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de aussi longtemps de suite. Tu sais ce qui fera du bien pour se remettre et se remettre les idées au clair? Une bonne pinte. pinte. Exactement. En tout cas, on vous souhaite un excellent dimanche pour ceux qui écoutent ça le dimanche, une excellente semaine pour les personnes qui l'écoutent après. Et À la semaine à prochaine. la semaine prochaine. Yo, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.